Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le compte à rebours est enclenché en Guinée-Bissau. Les électeurs seront appelés aux urnes ce 10 mars pour des élections législatives. Un scrutin sur fond de duel entre le président José Mario Vaz et l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira. Appel à la réduction des taxes dans le secteur touristique en Tanzanie, des taxes qui peuvent aller jusqu'à $10 000 par an pour les voyagistes. Et puis, première édition du forum Vox Eco à Brazzaville, un forum qui vise à mutualiser les idées et les initiatives dans le but de relancer l'économie congolaise. Les élections législatives du 10 mars résoudront-elles la crise politique qui prévaut en Guinée-Bissau? Eh bien, pour l'heure, la campagne électorale bat son plein, une campagne marquée par une confrontation. D'un côté, José Mario Vaz, le chef de l'État, et de l'autre, Domingos Simoes Pereira, ancien Premier ministre. On fait le point avec Victoria Sédier. Les législatives en Guinée-Bissau auront lieu le 10 mars dans un climat de tension et de méfiance. D'un côté l'opposition et de l'autre les nombreuses dissidences au sein du parti dont est issu l'actuel président José Mario Vaz, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, dirigé par Domingos Simoes Pereira. Limogé le 12 août 2015 de son poste de Premier ministre, l'ancien allié du chef de l'État est aujourd'hui l'un de ses principaux adversaires. Ça va être très difficile pour le président. Il sera encore une fois très vulnérable. C'est un président très précaire, aussi bien pour les actions ordinaires que pour les échanges politiques qu'il pourrait briguer. La confrontation entre ces principaux acteurs de la scène politique bissau-guinéenne est un des enjeux majeurs de cette campagne. Le scrutin du 10 mars devrait remettre en jeu le mandat des 102 députés de l'Assemblée nationale populaire. Toutefois, le PAIGC, parti majoritaire, pourrait l'emporter et reconduire de facto l'ex-premier ministre limogé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller dans la Constitution pour voir le rapport de force entre le Premier ministre et le Président, ou peut-être entre l'exécutif et le législatif, pour voir comment est-ce qu'on rééquilibrer ça. Depuis plusieurs mois, les frondes dans la sphère politique n'ont cessé de se multiplier. La Commission nationale électorale a récemment autorisé les électeurs dont les noms ne figurent pas dans le fichier électoral informatique du scrutin. Le PRS, Parti du Renouveau Social, premier parti de Guinée-Bissau après le PAIGC, dénonce une tentative de fraude. En 2016, le gouvernement tanzanien a voté une TVA de 18% sur les services touristiques qui concernent notamment les entrées dans les parcs pour les safaris ainsi que les transports. Une décision qui avait créé un vent de panique chez les voyagistes. Et bien 2 ans plus tard, la mesure n'est toujours pas digérée. Nathalie Mo. Les voyagistes tanzaniens appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Dans ce pays, chaque tour opérateur est soumis à 32 charges fiscales annuellement. Des impositions tarifaires pouvant atteindre $10 000 et jugées lourdes par les acteurs touristiques. Surtaxer le secteur touristique en Tanzanie peut contribuer dans le court terme à une baisse de la fréquentation. D'autre part, il est possible que l'on observe une réduction des recettes issues de ce secteur, tant du côté des opérateurs que du côté de l'État. En Tanzanie, le tourisme est la principale source de devises du pays. Le secteur représente 25% des recettes d'exportation totales. D'ici 2021, la Tanzanie vise 3 millions de touristes en explorant de nouveaux marchés, notamment en Chine. On peut aussi envisager que la tendance haussière observée dans ce secteur en Tanzanie depuis 1995, ainsi que les importantes réserves animalières convoitées par la majorité des touristes, puissent permettre aux autorités de réussir leur pari. Selon la Banque mondiale, les revenus du tourisme en Tanzanie pourraient atteindre $16 milliards par an d'ici 2025. Première édition du forum Vox Eco organisé par le groupe Vox Media ce mercredi 6 mars 2019 à Brazzaville. Une rencontre qui a rassemblé autorités, acteurs économiques et membres de la société civile. Il était question de réfléchir aux voies et moyens d'améliorer le climat des affaires en République du Congo. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant à Brazzaville. Au Congo, plusieurs acteurs économiques des secteurs publics et privés, les parlementaires et la société civile ont échangé sur les freins à l'attractivité des investisseurs privés dans un pays qui regorge d'énormes potentialités. Il faudrait mettre un peu plus en adéquation la volonté des pouvoirs publics
de faciliter l'investissement avec la réalité de la conduite des opérations au quotidien. À travers la sous-région, l'Afrique subsaharienne, la moyenne des étapes pour créer une entreprise, c'est 7,6. Mais au Congo, nous sommes à 10 étapes. Et cela pose un vrai problème pour les entrepreneurs qui veulent investir parce que ça leur perd. Et le temps, ça leur fait perdre également énormément d'argent. En organisant la première édition du forum Vox Eco ce mercredi 6 mars 2019, le groupe Vox Media a apporté sa contribution au débat sur la diversification de l'économie. Les différents panels ont permis d'extraire le débat du plateau restreint de Vox TV afin de le soumettre à la réflexion du plus grand nombre. Le premier sujet de la diversification de l'économie, c'est l'attractivité en termes d'investissement du pays, c'est-à-dire que c'est l'environnement des affaires au Congo. Et donc voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui tenir ce forum sur cette question d'attractivité des investissements, parce que nous pensons que c'est le nœud gordien de ce problème. Toutes les contributions recueillies au cours du forum Vox Eco seront consignées dans un livre blanc qui sera soumis au chef de l'État, au gouvernement, aux parlementaires, afin d'améliorer l'attractivité du pays auprès d'investisseurs. Ce rendez-vous économique réunira les experts tous les 4 mois. Le Congo qui semble résolu à vaincre la rougeole et la rubéole. Plus de 2 millions d'enfants âgés entre 9 mois et 14 ans vont être vaccinés dans le cadre d'une vaste campagne lancée par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. C'était ce mardi 5 mars à Brazzaville. Reportage de Deva Panzo. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a officiellement lancé la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole ce mardi 5 mars 2019 à l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez à Brazzaville. Cette campagne qui court jusqu'au 9 mars 2019 va permettre de vacciner plus de 2 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire national. C'est une maladie qui cause beaucoup de morts aux enfants. Donc nous voulons demander aux mamans d'amener leurs enfants au centre le plus proche pour leur faire vacciner, afin de les protéger contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne nationale de vaccination ne concerne que les enfants âgés entre 9 mois et 14 ans. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique mondial d'élimination de la rougeole et la rubéole 2012-2020. C'est une campagne prélude à l'introduction du vaccin dans la vaccination de routine. C'est-à-dire que la vaccination ne s'est pas arrêtée. C'est une occasion de relancer cette vaccination de routine parce que si nous avons élargi la cible jusqu'à 14 ans, c'est pour rattraper certains enfants qui n'avaient pas été bien vaccinés, Madame la ministre l'a rappelé. Plus de 8000 acteurs seront déployés dans les départements et districts pour la mise en œuvre de cette opération destinée à 43% de la population congolaise. Notons qu'entre 2015 et 2018, la couverture vaccinale est passée de 69% à 75%. Le but visé en 2019 est de réduire de moins de 20% le taux d'enfants non vaccinés. S'isoler pour retrouver l'inspiration. Un groupe d'écrivains a tenté l'expérience en se rendant dans un désert au nord-ouest du Caire. C'est la 12e excursion du genre en Égypte et elle semble porter ses fruits. Marcel Farba-Maroun. Des kilomètres parcourus pour atterrir dans un écolodge situé en plein désert dans le nord-ouest du Caire en quête d'inspiration. Voilà le défi relevé par ce groupe de romanciers égyptiens. En choisissant de s'éloigner du tohu-bohu quotidien de la ville, ces auteurs, une douzaine environ, cherchent également à trouver le courage et la confiance pour pouvoir mieux s'exprimer. J'aime écrire, je n'aime pas lire, mais j'aime écrire et exprimer ce qui est en moi. C'est bénéfique pour moi parce que je veux apporter aux autres ce qui est en moi. Ça apaise. Je veux faire ressortir toutes mes idées et les placer toutes devant moi. Cette retraite, loin de la ville, est pourtant devenue fréquente depuis 2017. Elle a, en effet, été pensée et conçue par la romancière égyptienne Ouda Anwar suite à une expérience personnelle lors d'une visite au mont Sainte-Catherine. J'ai compris la valeur de l'effet des lieux sur l'écriture lors de mes voyages à Sainte-Catherine. Mes voyages à la montagne et dans des lieux dépourvus de tout aspect artificiel ont eu un effet bénéfique sur moi, ce qui m'a fait prendre conscience de l'effet que tels endroits auraient sur d'autres personnes. 12 retraites au désert se sont déjà déroulées dans différentes régions d'Égypte avec la participation de près de 100 écrivains. En plus de la publication de près de 20 ouvrages, ces auteurs ont formé un club qui fournit une aide à la publication à de nouveaux membres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.